Bonjour Alberto, merci de tout cœur pour ta disponibilité et surtout pour ta générosité pour partager ton expérience. Comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien. Alors Alberto, j'aimerais te demander, pour commencer cet entretien, si tu veux tout simplement te présenter, toi et ta famille, et aussi ton entreprise, à quoi est-ce qu'elle se consacre, combien il y a de collaborateurs, etc. Oui, bah, je suis Alberto Ferrucci, je suis diplômé en chimie industrielle. J'ai commencé à travailler dans l'industrie pétrolière où j'ai fait, disons, carrière jusqu'à devenir directeur de cette entreprise. Et puis, il y a 35-40 ans désormais, j'ai quitté l'entreprise et j'ai créé Prometheus, ma société qui fait du conseil, du consulting dans le monde de l'énergie et qui produit des logiciels spécifiquement pour optimiser la production des raffineries de pétrole, des usines pétrochimiques et maintenant, dernièrement aussi, la gestion de l'eau. Ça, c'est mon entreprise. Nous sommes une petite entreprise. Nous sommes actuellement 6, mais nous sommes sur le point de devenir 8. Alors, si on parle un peu plus de ma famille aussi, à la base, on est des fils et des filles. Moi, je suis un fils, je viens d'une famille qui est partie à l'étranger et ma mère qui a vécu 20 ans en Australie parce qu'à l'époque, c'était les Italiens qui émigraient. Et elle était née au Brésil parce que mon grand-père était professeur de musique et donc d'abord il était au Brésil et puis il est parti en Australie. Et comme mon père était un officier radio de l'armée, c'était une famille, disons, assez aisée. Et j'ai 3 frères. Seulement, à ce moment-là, la guerre a éclaté et mon père, cet officier radio, dès le premier jour de la guerre, il a été fait prisonnier en Australie pendant 6 ans. Ma mère est restée avec ses enfants toute seule dans une situation. Bon, nous étions dans le nord de l'Italie. Il y avait des Allemands et des partisans qui se battaient pendant la guerre. Une situation qui me rappelle beaucoup la situation actuelle à Gaza, n'est-ce pas? Alors, voilà, les évasions, la maison qui brûle, etc. Et puis, retour à Gênes, mon père, en revenant, est devenu pauvre. Pourquoi? Parce que ses économies, même sa pension, ne valaient plus rien avec la dévaluation qui avait eu lieu. Alors, à l'âge de 20 ans, je faisais l'université, mais j'ai dû aller travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. À l'âge de 23 ans, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai tout de suite commencé. Ils m'ont tout de suite donné un poste à responsabilité dans l'entreprise et c'est là que j'ai fait mon développement personnel. Je sais que tu faisais partie des personnes qui étaient très proches de Chiara, aussi lorsque l'économie de communion est née. Et on sait, d'après l'histoire, que lorsque Chiara était au Brésil en 1991, elle a lancé un appel. En Italie, il y avait quelques personnes et d'après ce que tu m'as dit, tu étais à Rome lors d'une réunion d'Humanité Nouvelle et tu as reçu cet appel de Chiara en même temps que Tommaso. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience? Oui, ça a été tout simple. Nous étions là-bas parce que c'était les jours où il y avait le congrès de économie et travail d'Humanité Nouvelle. Et en tant que bureau international, on organisait ce congrès. Et pendant ce congrès, cette nouvelle est arrivée. Une nouvelle qui nous a frappés. Au début, moi, j'étais très perplexe, pour vous dire la vérité, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose. Moi, je venais du monde et Tommaso, un grand sociologue, une personne merveilleuse qui était là avec moi, et il a dit que cette nouveauté peut être appelée économie de communion. Et c'est là que le mot est venu. Et je me souviens que, j'ai ajouté communion dans la liberté.
pour que ça ne ressemble pas au communisme, qui est autre chose. Parce que la liberté signifie que la personne reste, en quelque sorte, l'acteur principal. Si par contre la personne disparaît et que la communauté reste seule, alors ben, c'est autre chose. Mais ce n'est pas l'économie de la communion dans la liberté. Et Tommaso a écrit une lettre claire en disant cela et Chiara l'a immédiatement accepté. Et puis, après cela, je me souviens que dans ces années-là, on m'avait proposé de me présenter au Parlement italien, aux élections. Et j'ai fait campagne, la campagne électorale en 92. Et puis finalement, j'ai pas été élu. J'étais le premier des non-élus, c'était classique, non? Mais en faisant cette campagne électorale, je me suis dit, bon, c'est un service que je peux rendre au pays. J'ai la possibilité de le faire, je peux le faire en ayant mon travail, etc. Et j'ai vu que bah, j'aurais pu par la suite donc garder mon travail 3 jours par semaine et les 3 autres jours aller à Rome pour être député. Alors, quand il s'est avéré que j'ai pas été élu, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie cela? Peut-être que cela veut dire que je dois utiliser ces 3 jours différemment. Alors, je l'ai écrit à Chiara et je lui ai dit, si tu veux, je peux t'aider pour l'économie de communion. Elle m'a dit, bien sûr, j'en serais très heureuse. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser dans le concret à la construction de l'économie de communion, qui à ce moment-là avait commencé au Brésil, où dans l'enthousiasme du moment, un tas de gens s'étaient débarrassés de leurs bijoux, avaient vendu des terrains, des maisons, comme dans les premiers temps des chrétiens, juste pour, tu sais, lancer ce projet de pôle industriel de la Maria Poliginetta qui nécessitait d'acheter des terrains. C'est comme ça que je suis parti au Brésil et je suis ensuite allé pendant plus de 10 ans chaque année là-bas pour suivre d'abord ce pôle et puis ensuite celui de l'Argentine et puis ensuite celui de Recife, les 3 pôles donc, en essayant dès le début de séparer le religieux du civil. C'est-à-dire, je me souviens que tous les gens avaient donné leur argent directement au mouvement des Focolari et, et le mouvement des Focolari avait fait une avance pour acheter un terrain. Et là, j'ai dit non, ça va pas bien, ça va pas. Ce terrain n'appartient pas au mouvement des Focolari, il appartient à ceux qui ont donné l'argent. Alors, rendez l'argent ou donnez des parts de la société à ceux qui ont donné l'argent. Parce qu'il s'agit d'une œuvre civile, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'est né Esprit, l'Esprit, la société, l'entreprise Esprit, qui au fil des ans est devenue la plus grande entreprise sociale du Brésil parce qu'elle a 5000 sociétaires, 5000 sociétaires, ce qui en fait la plus grande au Brésil. Bien sûr, là aussi, pour faire un statut qui soit bien fait, on est allé ensemble avec les responsables de zone. Le capot de zone m'a emmené chez un ami à lui, un avocat athée, je me rappelle, qui a fait un beau statut. Afin que les choses soient entre les mains d'un conseil d'administration, d'entrepreneurs, etc. Bien sûr, moi aussi j'ai participé en tant que sociétaire associé à tous ces conseils d'administration parce que c'était logique que je sois là aussi. Et c'est ainsi donc qu'est née la société Esprit avec la première société. Et une autre chose magnifique était la façon dont les entreprises sont nées. Les entreprises faites
toutes au début par des femmes qui ne connaissaient rien à l'entrepreneuriat. Je me souviens de la première qui a créé la Tunique, une entreprise qui fabriquait des chemises, des t-shirts. Je ne sais pas, je crois qu'elle était enseignante, la première femme. Et donc, ces entreprises, là aussi, on a tout de suite vu, vous savez, parce que Chiara n'avait pas beaucoup parlé de la manière, de la façon de créer les entreprises. Elle avait fait confiance, dans un certain sens, à ceux qui, comme moi, et pas seulement moi, il y en avait beaucoup d'autres. Je pense à Giacomo Linaro, bon, j'oublie le nom des autres, aussi, par exemple, François Neveu, le français, et ainsi de suite. C'était des gens qui, en vivant l'idéal, ils faisaient déjà l'économie de communion, sans le vouloir. Si bien que Chiara, à mon avis, comme toutes les choses qu'elle a faites, elle les a faites d'une manière très communautaire, c'est-à-dire que ce n'était pas son invention. Elle a senti de l'Esprit Saint qu'elle devait dire cette chose, mais comme expression d'une communauté de gens qui la vivaient déjà. Oui, ceci, c'est que tu étais l'une de ces personnes qui en fait étaient nombreuses et qui ont donné naissance à l'économie de communion. Oui, oui, c'est ça. Et, et bien sûr, quand elle l'a ensuite proposé, bon, tous ont eu un peu peur. Moi aussi, j'ai eu un peu peur. Mais comment c'est possible? Il n'y a jamais rien eu de tel, n'est-ce pas? Oui, mais disons que c'est possible. Elle nous l'a confié, elle nous a dit, fais-le, c'est à toi de le faire. Alors je dois le penser, moi, mais c'est toi qui dois le faire. Et donc, la chose qui était belle, c'est que c'est cette communauté, cette communion avec les premiers entrepreneurs de l'économie de communion au Brésil. Armando Tortelli, Rodolfo, mais aussi beaucoup d'autres dont je ne me souviens malheureusement plus des noms. Ils étaient là, ils exerçaient les métiers les plus divers dans les villes les plus diverses. Et on voyait qu'ils voulaient vraiment faire l'économie de communion, la construire, l'inventer, parce qu'il fallait l'inventer, non? Alors je me souviens qu'Armando Tortelli disait, bah, moi je me débrouillais très bien avec mon entreprise de 20 personnes, mais maintenant Chiara veut que nous fassions plus de bénéfices, alors j'ai dû m'agrandir. Et maintenant nous sommes 100, 200 employés. Je suis allé voir son entreprise une fois à Curitiba. C'était merveilleux avec tous ces jeunes qu'il avait embauchés. Il était devenu très grand, et puis avec les enfants et ainsi de suite. Et d'autres encore. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé cette première entreprise, La Tunique, qui utilisait tous les amis du mouvement des Focolari dans tout le Brésil pour vendre des chemises, des t-shirts. Pour travailler, ils allaient chercher des femmes dans les favelas, des femmes qui étaient, je dirais pas des esclaves, mais des personnes sans aucune compétence, sans aucune capacité professionnelle. Et donc, forcément, comment dire, elles étaient obligées de vivre avec des hommes qui n'étaient pas toujours des gens bien, et vice-versa, bien sûr. Et donc, voilà, leur apprendre à travailler, faire de ces personnes sans travail des couturières qui n'avaient pas besoin d'aller à l'école, juste d'apprendre à couper. Euh, cela, cela les a vraiment fait grandir en tant que personnes. Ça les a rendues indépendantes, ces femmes, à tel point que certaines d'entre elles, lorsqu'elles ont quitté cette entreprise, elles se sont mises à leur compte. Elles étaient donc désormais des personnes rachetées. Voici la rédemption, la véritable rédemption de la solitude et de l'ignorance. Ce sont les deux choses fondamentales. Ça m'a aussi rappelé, lorsque tu me parlais d'une expérience que tu as eue avec Chiara, lorsque vous êtes allé à Strasbourg avec les députés européens. Et là, ils ont posé une question. Mais est-ce que tu peux nous raconter? Et puis, pas seulement ça, mais qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui? Parce que tu as répondu quelque chose à l'époque, et je ne sais pas si ta réponse, après toutes ces années, elle serait différente.
Bon, la chose qui s'est passée, c'est cela. En 99, je crois, ce sont les années où Chiara s'est vraiment imposée, à mon avis, en grande partie grâce à l'économie de communion. Et comme c'était une chose très concrète, elle a attiré l'attention du monde entier. Donc, elle a obtenu 8 ou 9 diplômes honoris causa, notamment en économie, mais les autres diplômes étaient aussi liés à l'économie de communion. Dans toutes les éloges, il était écrit qu'elle parlait de l'économie de communion. Et dans ces années-là, nous étions aussi allés parler, elle était allée parler aux parlementaires à Strasbourg, et elle était allée là-bas avec Tommaso Sorgi et avec moi. Nous étions alors tous les trois, et elle avait fait son discours, et puis une députée s'est levée, je ne sais plus de quel pays elle était, mais bon, elle n'était pas italienne, et elle avait dit, mais comment est-ce que nous pouvons croire que ce type d'économie peut l'emporter sur l'économie de marché? Pourquoi? Comme s'il s'agissait d'une économie étrange. Et Chiara m'a dit, bon, Alberto, réponds-toi. Et j'ai répondu très simplement parce que ce que dit l'économie de communion n'a rien d'étrange. C'est ce que nous vivons tous dans notre famille. Parce que dans notre famille, qui d'entre nous n'est pas plus heureux d'offrir un cadeau à son fils plutôt que de s'acheter quelque chose pour lui-même? Pourquoi? Parce que on est plus heureux à faire cela. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dans le fait de voir l'autre personne heureuse plutôt que dans le fait d'être heureux de quelque chose que nous avons en plus nous-mêmes. Et alors, bon, c'est tout ce que j'ai dit. Alors concrètement, c'est comme ça aussi. Comment dire? Si on applique cela dans le monde du travail, là, on ne se partage plus entre deux façons de penser à l'extérieur et à l'intérieur de la famille. Donc dans ces années-là, nous sommes allés aussi d'autres fois. Nous sommes allés une autre fois quand Chiara a parlé à une autre conférence qui était aussi liée à l'écologie, je m'en rappelle. Qu'est-ce que je répondrais maintenant? Eh bien, je répondrais que non seulement cette économie nous rend plus heureux, et elle nous rassemble en tant que personnes, elle ne nous divise pas, elle ne nous sépare pas en deux, mais aussi, je dirais que c'est la seule façon de survivre en tant que planète. En effet, je suis un expert dans le secteur de l'énergie et je vois dans l'accélération ces dernières années du changement climatique, bien plus que ce qui avait été prédit, eh bien, je vois une raison qui, je pense, dépend aussi en grande partie des États-Unis. Et maintenant, malheureusement, aussi de l'Argentine. Le fait que le pétrole n'est plus extrait en forant le sol pour trouver les gisements, mais en écrasant les roches, en cassant les roches, pour que le pétrole qui a fondu à l'intérieur sorte et que le gaz qui est à l'intérieur sorte. Or, ce système est beaucoup plus dommageable que l'autre parce que en forant, le pétrole sort du tuyau et va dans le réservoir. En fendant la roche à 1 kilomètre de profondeur, non seulement tu crées des tremblements de terre, comme en Amérique, il y en a même en Oklahoma, qui n'a jamais eu de tremblement de terre dans toute son histoire. Il y en a même eu un de 5 sur l'échelle de Richter. Mais surtout, ce méthane qui est libéré ne s'écoule pas entièrement dans le tube où il est arrivé, mais il va dans la nappe phréatique et ensuite il est libéré dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, le méthane est 80 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Donc, et puis il arrive surtout aux États-Unis que lorsqu'un puits où ils ont une entreprise qui fait le forage échoue ou que le puits n'est pas assez productif, il est abandonné.
Et là aussi, le méthane sort du trou du puits sans avoir été rebouché. senza che venga otturato. Obama avait à l'époque appelé à reboucher tous ces 2 millions de tubes, de trous qui laissent encore s'échapper du méthane. Ça m'a rappelé quand tu m'as dit que Chiara avait aussi lancé ce mouvement économique à la même époque, avant même le décès, qui allait devenir un mouvement économique et aussi un mouvement politique. Oui, je me souviens d'une chose qui m'a frappé, une prophétique à propos de Chiara. Quand, en créant le mouvement politique pour l'unité, elle a dit, à ce moment-là, tu as pu voir à quel point c'était vrai. C'est-à-dire, tu sais quand tu saisis la vérité qu'il y a à l'arrière-plan de quelque chose qui semble peut-être fou à premier abord. Elle a dit, Chiara, mais si les nations s'aimaient vraiment, si l'on aimait la nation de l'autre comme la sienne propre, la providence arriverait pour tous, la faim disparaîtrait, il y aurait la paix et la faim disparaîtrait et le développement continuerait pour tous. Et moi, je dis aussi que l'écologie irait de l'avant pour tout le monde. Parce que l'écologie est le problème de demain. Et le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune autorité mondiale qui puisse obliger un pays à ne pas polluer. Voilà, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu envahis ce pays avec l'armée? Non, non, tu ne peux pas. Donc vraiment, c'est un des problèmes du monde de demain. È uno dei problemi del mondo di domani. Merci vraiment du fond du cœur, non seulement pour cette interview, mais vraiment pour la vie qui parle beaucoup, ta vie, qui est une mine d'or.